Bonsoir. Bien, bonsoir à tous. Nous sommes tous les trois absolument ravis d'avoir une belle salle comme ce soir. C'est vraiment extraordinaire que vous soyez aussi nombreux. Nous vous remercions de nous offrir ce moment-là. Je voulais évidemment remercier infiniment Monsieur Bertrand Perrier d'avoir accepté notre invitation. Il est volontaire et il est aussi formidable parce qu'on a reporté 2 fois, compte tenu de la conjoncture. Et voilà, 7 janvier 2022, on arrive à vous accueillir. Voilà, merci infiniment. Donc ce soir, je présente brièvement, on ne perd pas de temps, on rentre dans le vif du sujet, l'art de l'éloquence par Bertrand Perrier. Vous êtes, tout le monde sait, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, mais vous êtes un homme multiple, chroniqueur aussi, organisateur festival de musique. Depuis 2013, vous figurez parmi les formateurs du projet Concours Eloquentia. Vous enseignez cette discipline des arts oratoires à Sciences politiques et à l'École des hautes études commerciales de Paris. Vous êtes un fervent défenseur d'une parole sincère et authentique, c'est vous qui le dites, et vous faites paraître votre premier ouvrage, La parole est un sport de combat, aux éditions Jean-Claude Lattès, en septembre 2018. Et poursuivez en octobre 2019 votre exploration de la langue française en nous invitant à partager ce plaisir du mot juste dans votre ouvrage Sur le bout de la langue. Et puis en octobre dernier, vous publiez Sauve qui parle, dans lequel vous donnez la parole ici à des personnalités qui appréhendent la langue comme un véritable outil de sauvetage, comme une arme, une bouée pour la survie, la sauvegarde, la seconde chance. Je voulais aussi, on vous a connu et on l'a aussi à la médiathèque. On vous a d'abord découvert il y a quelques années dans ce film documentaire à voix haute que beaucoup d'entre vous connaissent, diffusé sur France 2. Je vais rapidement vous laisser la parole. Je voulais également présenter Simon Bentolila, qui anime pour la première fois une rencontre littéraire à Enghien. Merci Simon d'être là. Pour vous présenter également brièvement, vous avez travaillé pour des hebdos généralistes tels que Marianne et Le Nouvel Observateur. Avant de vous consacrer complètement à votre passion qui est la littérature, vous avez intégré l'équipe du magazine littéraire, de la Quinzaine littéraire et plus récemment du magazine Lire, dans lequel vous écrivez des chroniques sur la littérature classique, contemporaine, ainsi que sur l'enseignement. Voilà, j'espère n'oublier personne. Merci au Centre des Arts de nous accueillir aussi chaque mois. Merci à Angela Assouline qui m'accompagne et qui permet ces belles rencontres. Elle est là aussi ce soir. Voilà, donc c'est le schéma habituel. 45, 50 minutes, un peu plus si vous vous sentez bien. C'est sportif. Vous êtes très nombreux. On fera 2-3 petites questions, pas plus, sans passer le micro. On en reparle après. Passez un très bon moment et merci par avance pour le propos tenu. Merci à vous. Alors pour commencer, Bertrand Perrier, racontez-nous quel a été votre parcours de réconciliation avec la parole. Alors, mon parcours de réconciliation, il est somme toute assez banal parce que la peur de parler en public, c'est quelque chose d'extrêmement répandu dans la société française, pour 1000 raisons qu'on pourra explorer un peu plus tard si vous le souhaitez. En fait, j'ai pas du tout eu de cours de prise de parole à l'école. J'ai choisi le métier d'avocat. En fait, je ne l'ai pas vraiment choisi, c'est imposé à moi par les hasards de l'existence et les réussites ou les échecs à des examens. Et j'envisageais d'exercer le métier d'avocat de façon non plaidante parce que je détestais prendre la parole en public. C'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Et donc, je me disais que j'allais être une sorte d'écrivain juridique, mais pas du tout un plaideur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'avocats qui ne mettent jamais les pieds dans un tribunal. Et puis, en fait, parmi les façons, entre guillemets, de sortir du lot quand on est avocat, il y a, parce qu'à l'époque, il y avait 800 nouveaux avocats par an à Paris, maintenant il y en a 1800, la rentrée s'est faite hier, et je crois qu'ils sont 1500, et donc parmi les façons de sortir de l'eau, il y avait un concours d'éloquence. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'était
facultatif, mais je me suis dit, c'est quand même intéressant peut-être d'essayer ce concours d'éloquence. Je l'ai essayé plusieurs fois parce que je l'ai raté, mais au bout d'un moment, ils en ont eu assez de me voir, donc ils me l'ont donné. Sinon, je revenais, ils en avaient assez. Donc, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la question de la prise de parole en public. Alors après, j'ai une timidité qui fait partie de moi. Je ne me dis pas que c'est une réconciliation totale, absolue, définitive. J'ai encore peur quand je parle. Enfin, en tout cas, quand j'ai une parole qui a un enjeu, surtout dans un tribunal. Mais j'ai encore peur. Après, j'espère que c'est une peur qui me stimule plutôt qu'une peur qui me paralyse. Mais chaque prise de parole reste un enjeu parce qu'on s'expose, on se livre, et donc on met en jeu tout ce qu'on est soi-même, donc c'est assez engageant, donc j'ai toujours peur, mais c'est vrai que mettant à travers ce concours d'éloquence, qui est somme toute un truc assez anecdotique, ça existe depuis des années et des années au barreau, on a une tradition, et vous savez, tous les grands avocats, alors je ne me classe évidemment pas parmi ceux-là, mais la plupart des grands avocats ont participé à ce concours. Je pense à Jacques Vergès, Jean-Denis Bredin, Henri Leclerc, ont tous participé à ce concours quand ils avaient 25-30 ans. Et donc, j'ai participé à ce concours et après, j'ai commencé à enseigner. Et en enseignant, je me suis vraiment pris de passion pour cette discipline. Et après, en fait, j'avais pas vocation à ni faire des films, ni faire des livres. C'est simplement qu'à un moment, on enseignait avec les copains en Seine-Saint-Denis parce qu'on pense que c'est là que c'est vraiment important de porter l'enseignement de la parole parce que la parole, c'est un marqueur social, on le sait bien. Et donc, on avait créé, enfin, Stéphane de Freitas avait créé ce projet et ensuite, on a fait un documentaire, et puis après, il y a eu les livres. Mais voilà, c'est assez des hasards de la vie, en réalité. D'accord. Alors, selon des sondages que vous évoquez, plus d'un Français sur deux ressent la difficulté de prendre la parole en public. Comment vous expliquez de telles proportions ? Je pense que déjà, ça part de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne nous l'apprend pas. En réalité, les anglo-saxons sont tout à fait différents de nous de ce point de vue. Ils enseignent très petit la prise de parole en public, alors que nous, mais c'est ancien, et ça s'explique d'ailleurs historiquement. En réalité, la fracture qui fait qu'on n'enseigne pas la rhétorique en France, en tout cas pas de façon très approfondie, c'est le tournant du siècle, enfin du 19 au 20e siècle, jusqu'en 1902, vous le savez peut-être, la classe de première s'appelait la classe de rhétorique. Et on avait fait sa rhétorique. Et puis, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, qui sont liées notamment au positivisme, etc., on a supprimé cette classe de rhétorique qui était destinée à l'étude des grands discours, et notamment des grands discours antiques, et on lui a substitué un enseignement plus dissertant. Et donc, c'est vrai que le système scolaire est plus déséquilibré en faveur de l'écrit. Donc, il y a déjà quelque chose de l'ordre de l'inconnu, en fait, dans l'oral. C'est quelque chose avec lequel on ne nous familiarise pas. Et comme on ne le fait pas, ou qu'on le fait très rarement, la contrepartie, c'est inévitablement que chaque prise de parole se charge d'une émotion particulière. Ce que l'on fait rarement devient lourdement chargé. Et donc, je crois qu'il y a aussi une angoisse de performance. C'est-à-dire qu'on se fait une montagne de la prise de parole en public. Chaque moment d'expression orale devient quelque chose d'angoissant, alors que, somme toute, c'est quelque chose de très banal. Parler en public, c'est pour ça que je parle assez peu d'art oratoire ou d'éloquence, c'est simplement la prise de parole en public, c'est-à-dire simplement partager ses émotions et ses convictions, mais c'est vrai que ça fait peur aussi parce que, comme je commençais à le dire tout à l'heure sur votre première question, en réalité, dans l'écrit, le message se résume aux mots que l'on emploie. Je donne un livre, mais je donne d'abord quelque chose dont je suis content, c'est moi qui ai mis le point final, j'ai pu le raturer si j'ai voulu, et puis c'est pas moi qui suis jugé, c'est le propos. Alors que, évidemment, dans la prise de parole, c'est toute la personne qui est jugée. Donc c'est pas du tout pareil, et puis quand on est en situation d'improvisation, il n'y a pas de seconde chance, on ne peut pas rembobiner, et donc c'est aussi une affaire de l'instant. Donc c'est vrai qu'on est jugé, mais c'est assez frappant de voir. Il y a une étude que je cite dans le livre que je trouve assez fascinante, et c'est aussi pour cela que ça fait peur. On a demandé à des recruteurs, alors qui sont des gens qui ont quand même une expérience pour écouter des candidats, de classer des personnes qu'on leur présentait, et on s'est aperçu qu'au bout des 7 premiers mots, ils étaient déjà capables de classer la personne dans une catégorie socio-professionnelle. Et donc, c'est assez terrifiant aussi,
parce que la parole vous classe, vous catégorise, et en cela, elle est inévitablement stigmatisante. Oui. Mais en même temps, on voit un regain d'intérêt pour l'art oratoire ces dernières années, comme vos livres en témoignent ou certaines émissions consacrées au sujet. Oui, oui, c'est vrai. Je m'en réjouis, évidemment. À voix haute a un peu contribué. Objectivement, je le dis d'autant plus facilement que je n'y ai aucune part. Je ne suis pas le réalisateur, je ne suis pas le producteur, je ne suis pas le créateur. Juste à un moment, on a mis des caméras dans ma salle de classe. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire. En réalité, simplement, avec des amis, on enseigne donc à Paris 8 la prise de parole en public. Il y a des journalistes, il y a des coachs vocaux, il y a des slammers, parce que l'idée est d'avoir une appréhension vraiment diverse de la parole. Ce n'est pas d'imposer un modèle de prise de parole. Et donc, il y a des slammers, des humoristes, enfin des gens qui ont des approches diverses de la parole. Et à un moment, une année, on a mis des caméras dans notre salle de classe et on a filmé ce qui s'y passait. Et il se trouve que ce film a probablement répondu aussi à un besoin, mais en réalité, ce regain de la parole, on le voit beaucoup. On l'a vu à travers effectivement le film. Je ne sais pas si vous avez vu le pendant fictionnel qui était Le Brio avec Daniel Auteuil, qui était un peu aussi un film autour de l'éloquence. On a même fait un concours d'éloquence à la télévision, ce qui est quand même assez extraordinaire. Il faut dire qu'il y a quand même plus d'1 million de personnes qui ont regardé un concours d'éloquence à la télévision française à une heure de grande écoute. C'est quand même tout à fait incroyable. Alors après, qu'est-ce qui fait qu'on revient aussi à cela? C'est quand même, d'abord, c'est un art absolument gratuit. Il n'y a rien, juste des mots. Il y a aussi l'attachement à un patrimoine langagier. Enfin, on a une langue qui est d'une richesse incroyable que j'ai explorée dans le livre précédent. Et pour moi, en tout cas, il y a une fascination de la complexité de la langue, de la richesse de la langue. Pensez que le français, globalement, comprend 60 000 mots pour un dictionnaire usuel et qu'on en utilise entre 10 et 20%. Et donc, il y a des ressources dans le lexique, dans la grammaire, absolument extraordinaires. Et donc, peut-être qu'on a eu aussi à un moment envie de retrouver cette richesse patrimoniale de la langue. Et puis, la dernière chose qui fait que la parole devient très importante, c'est que finalement, c'est la seule chose qu'il nous reste pour faire société. Et vous savez peut-être que le mot « conversation », dans son origine étymologique, ne veut pas du tout dire parler ensemble, mais veut dire vivre ensemble. Et donc, le vivre ensemble dont on nous parle, et fort heureusement très souvent, est d'abord un art de la conversation. Le terme n'a pris son sens actuel de parler ensemble qu'au XVIIe siècle. Et donc, peut-être que aussi on a eu envie, dans les fractures qui sont les nôtres, de retrouver aussi le goût d'une parole qui alors est parfois esthétique, comme dans les concours, et puis parfois chargée de sens, comme on l'a dans le grand débat, comme on l'a dans les émissions autour de la parole. Et sur un plan aussi éducatif, on a vu le retour d'un oral au bac. Oui, alors je me réjouis évidemment beaucoup. Alors, c'est une épreuve qui a été compliquée parce que, bien évidemment, vous comprenez que d'abord, c'est une épreuve nouvelle avec une formation des professeurs d'abord, qui sont bien sûr des transmetteurs par l'oral, mais qui ne sont pas forcément très aguerris à la formation, à la prise de parole en public. Une sorte d'épreuve aussi, et c'est son originalité qui n'est pas, à laquelle ne correspond aucune discipline. C'est ce qui manque en réalité dans cette épreuve, c'est-à-dire qu'il y a une épreuve, mais il n'y a pas de matière. Et quand on a une épreuve de maths, il y a un prof de maths. Quand on a une épreuve de biologie, il y a un professeur de biologie. Il y a une épreuve de grand oral, il n'y a pas de professeur de grand oral. Chaque professeur est supposé, sur son contingent horaire, réserver quelques heures à la préparation de cette épreuve. Malgré tout, et pour avoir un tout petit peu baigné dans la préparation de cette épreuve, je la crois extrêmement prometteuse, symbolique en réalité d'un rééquilibrage. En fait, ce qui est tout simple, c'est de se dire plusieurs choses. D'abord, c'est que dans la vie, l'écrit et l'oral ont tous les deux une importance à peu près équivalente. Et donc, il était logique que l'école prépare aux deux de façon égale et, j'allais dire, marche sur ses deux jambes et ne claudique pas
en faveur de l'écrit, comme c'était souvent le cas. Après, il y a évidemment la question aussi très importante de l'égalité des chances, parce qu'on a décrié cette épreuve et on s'attendait à ce reproche en disant c'est une épreuve qui favorise les gens qui ont un don, qui ont des prédispositions, parce que familialement, on les emmène au théâtre, aux expositions, etc., on débat à table, etc. Et donc, il y a un temps d'avance. Et bien sûr, c'est vrai que la prise de parole en public est quelque chose de foncièrement inégalitaire, bien sûr, mais précisément parce que c'est inégalitaire, c'est précisément à l'école, nous semble-t-il, de réduire cette inégalité plutôt que de l'ignorer et de la laisser se développer. Et de toute façon, à l'entrée dans l'enseignement supérieur ou sur le marché du travail, je vous ai dit en 7 mots, on vous a catégorisé, on vous a peut-être stigmatisé, on vous a peut-être fermé une porte si on ne vous a pas donné les codes. Et donc je crois qu'en réalité, c'est une sorte même d'égalité républicaine que de confier à l'école la transmission de cette discipline qui est tellement importante pour l'insertion. Donc, bien sûr, je connais les faiblesses de cette épreuve. Elle n'a pas de préparation réelle. Elle est un peu reléguée en fin d'année de terminale. Malgré tout, elle me semble très importante. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre l'a maintenue en dépit du Covid. Et elle a été passée par la première promotion de bachelier en 2021. Je pense que c'était très important de la tenir. D'ailleurs, les retours sont plutôt bons. Mais je crois qu'à la fois symboliquement et même sur le fond, elle a au moins enclenché quelque chose. Oui. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout le monde peut devenir un bon orateur? Est-ce qu'il y a une égalité possible sur ce plan? Alors, c'est comme si vous me demandiez si tout le monde peut courir le marathon. Oui, mais pas dans le même temps. Donc, il y a... Et puis, je vais même vous dire une chose. Vous voyez mon physique replet et vous dites, lui, il ne courra pas le marathon en 2 heures. Ce en quoi vous avez raison. Mais même si je ne courais pas le marathon, je fais évidemment l'analogie avec la prise de parole, est-ce que pour autant, je devrais rester dans mon lit et est-ce que finalement faire un footing de 10 km, c'est pas bon pour moi quand même? La parole, c'est pareil. Vous avez des gens qui ont un temps d'avance. Je vais dans des classes, parfois avec des gamins très jeunes au collège, c'est frappant. C'est cruel aussi. Il y a des gamins immédiatement, ils ont ça dans le sang. Je ne dis pas que c'est des showman, hein. J'aime pas beaucoup les showman, parce que c'est une parole un peu superficielle, un peu trop facile, et l'ancien timide que je suis d'abord est jaloux, rétrospectivement. Et toutes ces prédispositions parfois m'agacent, parce qu'elles sont aussi des facilités, et la facilité est toujours une difficulté à doser la quantité et la qualité. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, on le voit, il y a des gamins qui sont super doués, et puis il y a des gamins pour lesquels c'est beaucoup plus difficile. Très bien. Donc, évidemment, quand on dit est-ce que tout le monde a vocation à être un bon orateur, la question c'est qu'est-ce qu'un bon orateur? Si un bon orateur est un tribun d'estrade qui va faire vibrer l'Assemblée nationale et le Sénat, la réponse est non. Tout le monde n'a pas vocation à. De la même façon que je n'ai pas vocation à courir le marathon en 2 heures. Maintenant, si la question est, est-ce que tout le monde a vocation à devenir un bon orateur, c'est-à-dire à avoir une parole simple, claire et convaincante pour se rendre audible et intelligible, la réponse est oui. Et j'en ai fait l'expérience. Enfin, dans le genre pas doué, je me pose là, si vous voulez. Donc, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Après, si vous voulez être Fabrice Lucchini, il faut un petit supplément d'âme que je n'ai pas. OK? Voilà. Donc, non, mais c'est vrai. Et donc, moi, je suis entre le mec qui fait le marathon en 5 heures et le mec qui fait les 10 bornes. Vous voyez, je suis un peu entre les deux, mais en tout état de cause, ce que je crois, c'est que, bien sûr, il y a des gens qui sont super doués, qui seront des tribuns, etc. Tant mieux pour eux. Mais ce qui est important dans la vie, là où la parole est vraiment déterminante, c'est d'abord qu'elle ne soit pas un handicap, qu'elle ne soit pas rédhibitoire, qu'on ait un minimum vital avec ça. Et ça, tout le monde peut l'avoir. Alors, c'est difficile, le premier pas coûte beaucoup, parce que moi, je peux aussi ne pas passer le concours d'éloquence. Je peux rester dans mon cabinet, tranquillement, avec mes vieux grimoires, à compulser des jurisprudences. Je peux. Donc, le premier moment est un risque et un défi. Mais
je crois qu'il est fécond et important et que le jeu en vaut la chandelle. Et puis, surtout, ce qui est important, et donc ce que tout le monde peut faire, c'est vraiment cette parole qui est destinée uniquement à partager ses convictions et ses émotions. Et la réalité, c'est que pour cela, plus c'est simple, et mieux c'est. Il y a l'idée de l'avocat avec des effets de manche, etc. Tout ça n'existe plus. Enfin, un avocat qui aujourd'hui se pâmerait à l'audience, on lui demanderait s'il veut un verre d'eau. Ça n'existe plus. Les avocats sont à la mesure des problèmes qu'ils traitent, c'est-à-dire techniques, humains aussi. Mais plus personne n'aurait la main sur le cœur en faisant des périodes de plusieurs verres. Donc voilà, ça serait ridicule. Personne ne fait des citations. Enfin, le juge écarquillerait les yeux en disant « vous voulez des selles ». Donc c'est pas comme ça que ça marche. Donc simplement, dans vraiment ce que j'ai... Et c'est pour ça que j'essaye vraiment d'enseigner ça aux gamins de Seine-Saint-Denis. C'est juste, d'abord, qu'est-ce que tu as dans le ventre? Qu'est-ce que tu veux dire? Et juste exprime-le à ta mesure. Pour moi, la vérité de l'orateur, c'est la sincérité et l'authenticité. Parce que derrière celui qui parle, j'essaie de découvrir une personnalité. C'est ça qui m'intéresse dans la transmission. Enseigner, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir derrière des frustrations, des aspirations, et là, c'est riche. Et alors, qu'est-ce que vous enseignez comme matière à Eloquentia? Est-ce que c'est si différent de ce que vous enseignez à Sciences Po et HEC? Alors non, c'est pas très différent, mais en réalité, les deux enseignements, puisque j'ai commencé par enseigner à Sciences Po, et puis ensuite je suis allé à Eloquentia. Et en réalité, l'enseignement que je donne aujourd'hui à Sciences Po n'a plus rien à voir avec ce que je donnais à l'origine, parce qu'il a été influencé dans une sorte de mouvement de balancier par ce que je fais à Eloquentia. En réalité, dans les traditions du barreau, alors ça va vous paraître un peu étonnant, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous connaissent ces concours d'éloquence du barreau qui ont encore une fois quasiment 200 ans ou au moins 150 ans. L'annuaire des anciens remonte à 1830 et donc c'est une tradition vraiment très très ancienne et il semblerait qu'il y en a mieux même avant dont on a perdu la trace, mais ce sont essentiellement des concours de déclamation. C'est-à-dire qu'on a un sujet parfois absurde, parfois riche, et on le traite avec un temps de préparation. Et donc, on a la possibilité d'avoir un papier, même intégralement écrit, que l'on vient dire, porter, jouer devant un jury. Et donc, j'ai commencé par cela, et donc, à Sciences Po, j'ai commencé à enseigner cela, avec tout le côté même un peu sophiste, parce qu'au barreau, on tire le oui ou le non, et puis on défend le oui ou le non. On aurait pu défendre l'autre théorie. Et en fait, en arrivant en Seine-Saint-Denis, je me suis aperçu que ça ne les intéressait pas du tout. Eux, ce qu'ils avaient envie, c'est d'apprendre une parole avec une forte composante personnelle, sincère. Pour eux, j'ai écrit « La parole est un sport de combat », mais c'est vraiment important. Il y a un enjeu vital. Ce n'est pas du tout quelque chose d'esthétique. C'est vraiment quelque chose qui est déterminant de leur avenir. Cette capacité à parler clairement à un bailleur social, à un employeur, à un directeur de stage. Et donc, tout ça, pour eux, c'est vraiment essentiel. Et donc, j'ai compris que ma parole un peu esthétisante, un peu jolie, avec des figures de style, avec des passages obligés, on commence par une petite histoire et puis on la raconte à la fin, tout ça, ça ne les intéressait pas du tout. Et donc, j'ai dû modifier beaucoup mon approche de l'enseignement et de la parole. Et aujourd'hui, je crois que d'abord, la parole, c'est d'avoir un message. Avant, j'accordais beaucoup d'importance aux questions du corps, aux questions du regard. Aujourd'hui, j'accorde beaucoup plus d'importance à la question du message et de l'argumentation et de la structure. Et donc, ce que je transmets aujourd'hui, c'est plutôt ça. Et du coup, maintenant, c'est là-dessus que j'insiste plus à Sciences Po. Mais donc, voilà, évidemment, j'ai beaucoup appris avec mes élèves de Seine-Saint-Denis. Et ça a complètement transformé ma vision des choses. Alors, vous écrivez qu'à Sciences Po, vos cours sont majoritairement suivis par des hommes et à Eloquentia en Seine-Saint-Denis par des femmes. Comment vous expliquez cela? Ah oui, c'est assez curieux. C'est assez curieux. Le cours que je donne est en libre accès. Et donc, c'est premier arrivé, premier servi. Et il se trouve qu'en effet, j'ai observé sur une tendance d'assez long terme que... alors,
à Sciences Po, j'ai longtemps eu un cours très masculin. Là, il est de nouveau plus mixte ces dernières années. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance qui, pour le coup, ne se dément pas. C'est le caractère extrêmement majoritaire des filles à Eloquentia. Alors, après, on peut faire de la psychologie de comptoir ou de la sociologie de bazar, ce qui est à peu près la même chose. En fait, l'idée, c'est que ces jeunes femmes ont compris que la parole était leur clé d'émancipation. Et que ce qui est, peut-être à Sciences Po, je ne veux pas du tout caricaturer, hein, l'idée que Sciences Po soit une reproduction d'élite, etc., tout ça est, au demeurant d'ailleurs, largement faux, mais pour grossir un peu le trait, j'ai l'impression que d'un côté, on se dit que, bon, finalement, c'est une compétence parmi d'autres, alors qu'à Saint-Denis, c'était vraiment la clé d'une émancipation réussie. Et donc, il se trouve que peut-être l'émancipation est plus un enjeu pour les filles que pour les garçons, et que donc elles se surinscrivent à Eloquentia. Mais après, je ne veux pas du tout dire qu'il y a une parole spécifiquement féminine. Alors ça, vraiment, je ne crois pas du tout. C'est pas vrai, tout le monde peut avoir accès à la parole. Mais voilà, j'observe cette tendance, effectivement, plutôt paritaire à Sciences Po, et avec une surreprésentation féminine à Eloquentia, c'est vrai. D'accord. Alors, vos livres sont ponctués de petits exercices, de prise de parole en public, c'est très stimulant. Donnez des exemples, des conseils un peu pour ceux qui voudraient... Oui, alors effectivement, tous les livres, ils ne sont pas tous construits de la même façon, mais ils ont un point commun, une sorte de fil rouge, c'est le jeu. Parce que je crois que la parole, c'est d'abord quelque chose de ludique. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Et chacun ici a un vécu avec la parole différent, mais certains ont probablement une difficulté, ont du mal à sauter le pas. Et donc je me dis, après tout, ce qui est le plus facile pour sauter le pas, c'est de jouer. Et comme j'enseigne aussi par le jeu, j'ai proposé dans ces livres des jeux. Alors quand je dis jeux, forcément des jeux, mais c'est des mises en situation, disons. Et donc, alors par exemple, c'est rigolo parce que vous pourrez en voir 2 qui sont joués par moi, parce que j'ai joué 2 fois publiquement cette semaine. C'est rigolo qu'on se parle cette semaine. Donc, si vous êtes sur les réseaux. Donc, il y en a un, c'est le texte à trous. Alors, le texte à trous, c'est un jeu assez rigolo. C'est un jeu pour stimuler la répartie. Et donc, je vais faire un texte, et puis à un moment, je vais faire ça, et vous allez devoir remplir. Alors, on va peut-être pas jouer maintenant, parce que c'est peut-être pas l'objet, sauf si vous êtes très... Si, mais madame veut absolument que vous jouiez. Si. À la fin, voilà. À la fin, quand la parole sera au public. Mais on jouera tout à l'heure. Donc, non, mais par exemple, je vais vous dire, voilà, moi, je suis très heureux d'être ce soir à Enghien-les-Bains, parce que c'est une ville formidable. Je suis très heureux de venir partager la parole, parce que, pour moi, ça a changé ma vie, etc. Donc, vous voyez, et donc, si vous vous amusez à regarder sur Internet, mardi matin, j'ai joué à ce jeu avec Sonia Mabrouk. Autant vous dire que c'est plutôt un privilège. On a joué à ce jeu avec Sonia Mabrouk qui m'a fait jouer. Donc vous pouvez regarder, la vidéo est sur Dailymotion ou sur Europe 1. Donc ça, c'est le premier jeu. Et puis j'ai joué tout à l'heure à un jeu que vous pourrez retrouver parce que, en fait, j'ai enregistré une émission tout à l'heure avant de venir qui passe actuellement sur LCP Assemblée Nationale, que vous ne regardez pas parce que vous êtes ici, mais qui est rediffusée à 23h30. Donc si vous êtes un peu couche-tard, vous pourrez retrouver et prolonger l'échange. Et alors, le jeu, c'était, elle m'a dit, voilà, c'est un jeu que je fais dans le livre, c'est la description avec les mots interdits. Alors, c'est décrire la Joconde sans le mot tableau, femme, sourire. Voilà. Mais il y en a 1000 des choses. Il y a évidemment l'inverse. C'est quelque chose qu'on vous fait quand vous faites votre première plaidoirie, c'est que le président vous donne 3 mots que vous devez caser dans votre plaidoirie, de force. Ça, c'est plutôt dans les petits barreaux. À Paris, ça ne se fait pas. Mais en réalité, les nouveaux impétrants, eh bien, ils voient le président au moment où ils vont faire leur première plaidoirie, ils le voient noter, et puis le petit papier passe par l'assesseur, puis par le greffier, puis par l'avocat qui est là et qui vous le donne, et vous devez caser ornithorynque et rose bonbon dans un prud'homme. C'est un défi, mais voilà. Donc il y a ce jeu-là. Il y a un jeu que je trouve très intéressant, au-delà du côté rigolo. C'est un jeu que je trouve extrêmement pédagogique et que vous pouvez faire tous les jours. Je vous le donne. Il y en a 2 que je vais vous donner, parce que vraiment, vous pouvez les faire tous les jours. Il y en a un, c'est un peu un jeu d'avocat, mais c'est assez marrant. C'est de faire le procès de votre journée. À la fin de la journée, vous dites, tiens, si je devais défendre ma journée, qu'est-ce que je dirais? Première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la chronique radio.
La chronique radio, c'est un jeu que je conseille beaucoup parce que, en réalité, il rassemble en 2-3 minutes, ou même 1 minute, si vous êtes bref, 3 enjeux de la prise de parole. Ça peut se faire tous les jours parce qu'il suffit d'avoir un fait dans l'actualité. L'actualité est riche, notamment d'ailleurs l'actualité du langage, c'est intéressant, hein. On a eu cette semaine un festival sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez. C'est une façon de susciter la question, mais enfin bon bref. Donc non mais vous voyez à quel point la langue est déjà au cœur de la campagne, au cœur de la vie politique. Tout ça pour dire que l'exercice de la chronique radio, vous pouvez le faire en vous enregistrant avec votre téléphone. Le téléphone portable, c'est un juge de paix terrible. Il ne vous passe rien. Tous vos accros, tous vos tics de langage, vos du coup, vous en fait, vous tu vois, enfin je veux dire, enfin toutes les scories de la langue sont reprises par votre téléphone portable. Et si vous l'écoutez honnêtement, eh bien elles vous sauteront au visage. Et donc, vous prenez dans l'actualité quelque chose qui vous a intéressé et vous allez faire 3 choses. D'abord, vous allez raconter ou décrire. Et la parole, c'est ça d'abord. C'est raconter des histoires et décrire des situations. Première chose. Ensuite, vous allez l'analyser. Donc, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça signifie? Et troisièmement, vous allez dire ce que vous en pensez, c'est-à-dire argumenter. Et cette trilogie, raconter, analyser, argumenter, est vraiment pour moi essentielle dans la parole. Donc voilà des jeux, mais il y en a vraiment, je ne sais pas, entre les 3 livres, je ne sais pas, il y en a 50. Il y en a que vous reprenez, non. Vous améliorez, non? Jamais. Ah bon. C'est pour ça qu'il faut acheter les 3 livres. Il m'a semblé pourtant, vous les améliorez, vous les améliorez. Alors, venons-en à Sauf qui parle. Bon, personnellement, c'est celui que j'ai préféré. Alors, vous y faites les portraits de personnalités anonymes ou célèbres, pour qui la parole a changé la vie, quoi. Vraiment, c'est... Alors, comment les avez-vous choisis? Selon quels critères avez-vous choisi ces personnalités? Alors, le critère majeur, d'abord, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller voir des gens? Tout simplement parce que quand je me suis moi-même réconcilié, je l'ai fait grâce à des gens. Grâce à des rencontres qui m'ont porté. Et je crois beaucoup à l'admiration dans la progression de la vie. Je crois beaucoup qu'on progresse dans la vie en admirant les autres et que l'admiration n'est pas une infériorité, n'est pas une vulgarité. Et je revendique le fait d'admirer des gens. Et je me suis dit que de la même façon que moi, des gens m'avaient aidé, eh bien, je pouvais aider les autres en allant interroger des personnalités qui me paraissaient avoir un rapport fécond avec la parole. Donc ça, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi ces rôles modèles. Le principe d'un livre de rôles modèles. Ça, c'est la première chose. Et puis évidemment, avec ça, il fallait une grande diversité. Et donc j'ai choisi 20 personnes qui toutes me paraissaient... Alors il y en avait que je connaissais, il y en avait que je ne connaissais que de réputation, et il y en avait que je ne connaissais pas du tout, mais que j'avais très envie de rencontrer. Et il n'y a eu, je dois le dire, aucune déception. Tout le monde s'est livré de façon très intime. En réalité, ce ne sont pas des interviews que j'ai reprises, qui avaient déjà été faites. Tous ces gens m'ont reçu exprès pour le livre. Et on dit des choses très profondes et très fortes, parce que très intimes en réalité. Le rapport à la parole, c'est quelque chose de très personnel. Et donc, ils se sont beaucoup livrés, y compris des gens qui ont l'habitude des éléments de langage. Je pense à Gabriel Attal, par exemple. Je suis allé voir Gabriel Attal, que je connaissais très peu, parce qu'il est porte-parole du gouvernement. Et je trouvais ça intéressant, si on écrit sur la parole, et notamment sur la parole politique, d'avoir un porte-parole. Et donc, il me raconte comment il est parfois dans l'angoisse, comment il la soigne, comment il s'est formé à la prise de parole, au débat, ce qu'il préfère dans les situations de parole. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était donc d'incarner des voix diverses, d'entrer dans la parole, et d'avoir à la fois des voix tonitruantes à la Guillaume Gallienne. Alors, vous invitez Guillaume Gallienne dans votre cabinet d'avocat, ça passe pas inaperçu. Il reste 2 heures, il joue la moitié du misanthrope, enfin, c'est ahurissant et c'est incroyable. Il raconte des anecdotes incroyables. Il me dit par exemple que quand il a 8 ans, ils vont au château de Versailles avec sa classe et c'est lui qui fait la visite. Et donc la guide dit bah, « moi je vais y aller ». Et alors moi je lui dis « mais par exemple, ça m'a
pour former, vous connaissez le titre du film, hein, Les garçons et Guillaume à table. Mais j'ai dit, mais c'est très cruel en fait. Les garçons et Guillaume, bon, voilà. Et il dit, ben non, parce qu'en fait, moi, j'ai un prénom. Voilà. Et donc, les autres, c'est les garçons, et lui, il est Guillaume. Et donc, voilà, tout ça, il me raconte, c'est assez étonnant. Et puis voilà, je voulais vraiment un kaléidoscope. Donc, il y a un ado que j'ai rencontré en faisant des lives sur Instagram pendant le confinement, qui a 14 ans et qui fait des conférences TED qui est absolument incroyable. Il y a un ancien braqueur qui a été sauvé de la récidive parce qu'il a fait des concours d'éloquence en prison. Il y a un prêtre, Éric de Moulin-Beaufort pour ne pas le nommer, le président de la conférence des évêques de France. Il y a un psychanalyste évidemment parce que s'il y avait quelque chose qui sauve, c'est la psychanalyse dans la parole. Il y a un médecin qui vient parler de comment est-ce que les médecins parlent. Il y a des avocats parce que évidemment c'est mon milieu, donc il y a notamment Richard Malka, qui est l'avocat de Mila, et puis qui, là, évidemment, a été l'avocat de Charlie, enfin, qui a écrit Le droit d'emmerder Dieu, hein, qui est un bouquin absolument merveilleux, en fait, qui est sa plaidoirie pour Charlie. Il y a, qu'est-ce qu'il y a un sportif, Vicente Lizarazu, qui me raconte comment, finalement, lui, la parole, bah, ça lui a permis d'avoir une reconversion. Et donc, voilà, j'ai quelques portraits que j'ai choisis. Après, c'est une intuition. Mais j'avais l'intuition que ces gens avaient une sincérité, qu'ils pouvaient montrer un chemin et qu'ils pouvaient montrer des chemins divers. Et que chacun, peut-être, pourrait se retrouver en l'un ou plusieurs des deux, ou des 20, pardon, pour essayer de trouver son propre chemin. Donc, oui, il y a un entrepreneur, enfin voilà, il y a un peu tout. Il y a un prof, parce qu'il est évidemment très important. En fait, le prof, c'est un écrivain. C'est Alexis Génie, l'ancien prix Goncourt, et qui me raconte comment, lui, il est d'une timidité maladive. Et en fait, ce qui le réconcilie avec la parole, c'est la salle de classe. Et que le cadre de la salle de classe l'aide à se réconcilier. Donc voilà, c'est 20 portraits de gens. Et pour moi, ils ont tous leur charme. C'est pas pour vendre le livre, hein, mais vraiment, chacun me touche. Alors, comme Alexis Génie, il y a... Beaucoup sont des anciens timides, en fait. Alors, est-ce que vous les avez choisis en fonction de ce critère, parce qu'ils vous ressemblent, finalement, ou c'est une spécificité des orateurs, d'être passés par une période de mutisme, ou je ne sais pas. En tout cas, une écrasante majorité le sont. Oui, c'est vrai que c'est frappant. Et alors, parfois, je ne savais rien de leur histoire. Donc, j'ai découvert qu'eux aussi connaissaient le prix des mots. Mais peut-être que, finalement, il faut en passer par là pour, derrière, avoir une parole forte et féconde. Et donc, ça m'a surpris, comme vous peut-être, de voir que aucun n'était un parleur immédiat et que tous avaient fait un chemin. Mais je me suis dit finalement, tant mieux, puisque ce livre s'adresse aussi à des gens qui veulent faire un chemin. Et donc, qu'ils soient nos éclaireurs. Alors, il y a aussi un portrait, c'est celui du sociologue Gérald Bronner. Celui qui s'est intéressé aux croyances collectives et aux théories du complot, et qui a éclairé les théories du complot à l'aide de la psychologie cognitive. Alors, quel rôle peut avoir, selon vous, la parole pour déconstruire les discours complotistes? Alors, la rencontre avec Gérald Bronner, en fait, pour être parfaitement transparent, en fait, à l'origine, Gérald Bronner est le premier portrait. C'est le premier. Parce que j'avais dans l'idée vaguement que, en fait, on s'est rencontrés. Gérald Bronner, c'est un sociologue, un professeur d'université, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est spécialiste en effet des théories du complot. Et pour vous dire sa ligne, j'allais dire éditoriale, c'est un sociologue rationaliste. C'est-à-dire que c'est un sociologue qui cherche à mettre de la raison à la fois contre les fanatismes et contre les complotismes. Et peut-être avez-vous vu son nom dans la presse récemment, parce qu'il a justement été chargé, il y a quelques mois, par le président de la République, d'une mission sur l'information, la lutte contre les fake news, etc. Et donc, Gérald, on s'était rencontrés parce qu'il y a 2 ans, à peu près, 3 ans peut-être, 2 ans, on nous avait proposé un entretien croisé pour Philosophie Magazine. Alors moi, j'étais très impressionné parce que, vous voyez, moi, j'ai eu 8 en philo au bac. Donc, l'idée de faire un entretien dans Philosophie Magazine était une sorte de douce revanche. Et donc, rencontre avec Gérald, éblouissante. J'adore ce mec.
Vraiment, c'est une révélation. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu ces livres, et notamment le dernier que je vous recommande, qui s'appelle Apocalypse cognitive, qui est fantastique, où il déconstruit tout ça. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que c'est mon premier? Parce que j'avais confusément l'idée qu'on pourrait presque peut-être faire le livre ensemble. Et puis, bon, on a eu chacun d'autres vies et d'autres parcours, mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup ça? Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est-à-dire les sciences cognitives et notamment les biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est que les biais cognitifs? C'est des biais, donc des fausses représentations du monde qui contribuent à nous faire voir le monde avec un prisme déformant et qui sont liés à notre fonctionnement psychique. Je donne quelques exemples. Et tout ça est lié évidemment aux réseaux sociaux. Parce que c'est sur les réseaux sociaux que se joue le plus fortement la question des biais cognitifs. Par exemple, et évidemment, pendant le Covid, on en a énormément eu, et la rhétorique, même gouvernementale, a joué aussi sur ces biais cognitifs. Quelques exemples. Par exemple, l'un des biais cognitifs les plus célèbres, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est que le biais de confirmation? C'est que lorsque vous recevez des informations, eh bien votre fonctionnement mental fait que vous ne retenez dans ces informations que ce qui vous conforte dans ce que vous pensez déjà. Ce qui crée des bulles cognitives, c'est-à-dire qu'en réalité, petit à petit, vous ne vous trouvez avec des gens qui pensent comme vous, puisque vous avez écarté les informations qui étaient susceptibles d'être gênantes pour vos convictions, et donc vous avez ces bulles cognitives qui font que vous vous auto-entretenez dans des croyances. Un autre biais qui est proche, c'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité, c'est qu'en réalité, on ne va pas chercher les informations, on prend les informations qui viennent à nous. Et donc, les informations que nous recevons sont celles qui sont disponibles. Et donc, là encore, comme les réseaux sont faits sur la base de suggestions, vous savez très bien qu'on vous suggère d'aller voir telle page en fonction des pages que vous avez déjà regardées, eh bien, il y a fait d'entraînement qui fait que l'on vous conforte dans vos croyances. J'en prends un dernier, puis après je vais vous parler de la fenêtre d'Overton parce que c'est fascinant. Je vais vous parler du biais de dévoilement, parce que le biais de dévoilement, c'est génial. Et dans les théories du complot, tout est lié au biais de dévoilement. C'est quoi le biais de dévoilement? C'est le fait que vous avez dévoilé un plan caché, et que vous savez, et que les autres ne savent pas, et que vous avez mis en cohérence les incertitudes, et c'est donc très rassurant que d'attribuer à des événements épars, c'est ce qu'on appelle l'effet Othello. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'effet Othello. L'effet Othello, c'est d'essayer de prendre des faits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et de les mettre en cohérence de façon totalement artificielle. Vous prenez des faits, ils n'ont aucun rapport ni causal ni logique, mais simplement vous allez raconter une histoire avec. C'est ce qu'on appelle l'effet Othello. Et donc, dans le biais de dévoilement, vous avez l'idée que, eh bien, ça y est, vous avez compris comment fonctionnait le monde que vous avez attribué à un élément qui va tout expliquer. Et donc, vous savez, ce qui vous donne une sorte de biais de supériorité qui fait que vous êtes dans la catégorie des élus. Donc voilà, ça, c'est des biais dont tout le monde utilise. Je vais faire un dernier, peut-être, dans la politique gouvernementale, qui est fascinant, avant la fenêtre d'Overton, à laquelle je tiens. C'est ce qu'on appelle l'effet de simple présentation. Ça, c'est très intéressant, l'effet de simple présentation. C'est que une proposition vous est d'autant plus favorable que vous l'avez déjà entendu. C'est l'effet vu à la télé. Un produit que vous avez déjà vu, dont vous avez déjà entendu parler, vous allez plus l'acheter qu'un produit que vous ne connaissez pas. Et donc vous voyez que dans la période du confinement, qui était extraordinaire de ce point de vue-là, on a commencé à mettre des mots petit à petit avant de prendre la mesure. Et donc, confinement, couvre-feu, tous ces mots sont arrivés dans le débat, petit à petit, et à la fin,
la chose a été décidée. C'est l'effet de simple présentation. On a déjà été habitué parce que les mots sont sortis et à la fin, la chose est passée. La dernière chose, peut-être, c'est la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est fascinant. Je ne sais pas si vous connaissez cette fenêtre. En fait, Overton est donc un Américain, je crois, assez récent, et il doit être sociologue. Et en fait, il a décrit le débat public sous forme de fenêtre. Et donc, vous avez une fenêtre qui est grosso modo ce qui est acceptable dans le débat public. Et donc, la fenêtre d'Overton, c'est les phases qu'une idée doit franchir pour entrer dans la fenêtre, c'est-à-dire devenir une partie du débat public. Par exemple, en janvier 2020, le confinement total de la population française, il est là. Et petit à petit, il est extrémiste, puis il devient envisageable, puis il devient souhaitable, puis il devient politique publique. Et donc, vous voyez comment la fenêtre d'Overton, parfois, se déplace sur la droite ou sur la gauche, et comment finalement la rhétorique est aussi un lieu d'évolution et de formation de la pensée des autres, en faisant évoluer le lexique qui nous entoure. Alors parlons un peu maintenant de politique. Hein. Alors, sur le bout de la langue, vous parlez du déclin de la parole politique, en fait. Hein. Est-ce que la parole politique s'appauvrit? Alors, je vais finir l'idée parce que c'est pas sans lien. En fait, elle s'hystérise. Si on veut dire d'une façon générale, c'est d'ailleurs assez frappant de voir qu'elle s'hystérise aussi sous le coup des réseaux sociaux. Et Gérald Bronner cite justement quelque chose que je trouve intéressant. Sur Twitter, je ne sais pas si vous êtes très familier de Twitter, mais sur Twitter, un message a d'autant plus d'intérêt qu'il est viral. C'est-à-dire qu'il est liké, retweeté et commenté. Et vu, bien sûr. Eh bien, on a montré, alors c'est pas sur Twitter, c'est sur Weibo, qui est l'équivalent chinois de Twitter. Eh bien, on a prouvé que les messages qui avaient le plus de viralité et qui donc sont aussi les plus intéressants pour le réseau lui-même, parce que ne nous cachons pas, derrière, il y a des affaires de gros sous. Eh bien, les messages qui ont le plus de succès sont ceux qui comprennent l'émoticône, vous savez, les petits bonshommes là, qui font des expressions, et l'émoticône colère. Et donc, un message qui comprend cet émoticône est un message gagnant sur Twitter. Et vous voyez aujourd'hui comment, en effet, notre discours politique est gangréné par ces codes des réseaux sociaux. Il faut parler brutalement, il faut parler fréquemment, il faut parler simplement, et on en vient au titre d'un autre livre que j'aime vraiment beaucoup, que je vous conseille également, qui est le livre de Jean Birnbaum, dont le titre lui-même est assez frappant, qui est « Le courage de la nuance ». Voilà, aujourd'hui, il devient courageux d'être nuancé. Et le discours politique, on le voit très récemment, je ne vais pas revenir sur les polémiques contemporaines, mais on voit qu'aujourd'hui, il faut frapper les esprits. Sinon, on n'existe pas. Il y a une sorte, si vous voulez, de bruit médiatique qui fait qu'on est dans une surenchère. Si on veut passer la rampe du bruit médiatique, il faut toujours plus de polarité et d'hystérie. Alors, puisqu'on est en période de présidentielle, alors est-ce que vous pouvez décrypter un peu le style oratoire de quelques-uns des candidats? En restant neutre. Oui. On n'est pas là pour faire un meeting. Oui. Non, mais je vais dire des choses que vous retrouverez sur LCP à 23h30, donc c'est rigolo. Non, alors en réalité, on m'a demandé Valérie Pécresse. Alors, Valérie Pécresse, c'est assez frappant. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu. Valérie Pécresse ne s'exprime... Alors, du point de vue que je viens de donner, c'est assez étonnant. Valérie Pécresse ne s'exprime que par slogan. Regardez, c'est frappant. Je n'aurai pas la main qui tremble. L'ordre dans la rue, l'ordre dans les comptes. Le Karcher, évidemment. Elle l'a ressorti. Bien sûr. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'exprime que par slogan.
Vous avez celui dont tout le monde parle, Éric Zemmour, donc on va évidemment l'envisager. Alors, Éric Zemmour, pour moi, c'est amusant aussi, parce que c'est une rhétorique. Alors, c'est une rhétorique, pour moi, qui présente deux caractéristiques. C'est une rhétorique qui se veut absolument rationnelle. C'est-à-dire qu'il ne cesse de référencer ce qu'il dit. Et c'est une rhétorique extrêmement scolaire. J'ai l'impression qu'il repasse le grand taux de l'ENA à chaque fois. Et qu'il expie son échec à l'ENA, qui est aussi le mien, donc je vois à peu près. Je n'osais pas le dire, mais... Non mais, c'est pour ça que j'ai un regard presque tendre, parce que je me dis, oui, bah voilà, tout coque fili. Et donc c'est vrai que toutes ces références historiques, c'est assez scolaire et on identifie assez bien d'où ça vient. Après, bon, il y a la rhétorique de Mélenchon, extrêmement fleurie, et qui, elle, est une rhétorique historique. C'est une rhétorique tribunicienne, c'est une rhétorique qui fait toujours référence à l'histoire de France, à la glorieuse épopée du mouvement ouvrier. Et donc, voilà, c'est assez étonnant. C'est une rhétorique qui peut être très belle, très violente aussi, et qui ne s'embarrasse absolument d'aucun égard pour l'interlocuteur, qui est massacré, mais avec panache. Et puis, Christiane Taubira, parce que peut-être, qui est quand même une oratrice exceptionnelle, et alors là, ça m'a fait mal. J'ai une immense admiration pour Christiane Taubira, l'oratrice qu'elle est, après, peu importe, mais vraiment, quelle oratrice. Et là, elle a dit, avant-hier ou hier, elle a fait un déplacement autour de la ruralité, et cette femme qui a le plus beau lexique, la plus belle culture, vraiment l'ardeur, l'absence de langue de bois, la spontanéité, l'éloquence chevillée, c'est vraiment quelqu'un que je trouve vraiment exceptionnel, a dit « Je réfléchis à pouvoir être en capacité. » Et là, je me suis dit, bah voilà, la politique a raison de tous les talents.